Salut à tous, c'est KS, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo un peu spéciale, un véritable voyage dans le temps. On va se plonger dans une histoire que tout le monde connaît sans vraiment la connaître, l'histoire du téléphone. Alors, accrochez-vous bien, car aujourd'hui, on va découvrir tous les téléphones sortis entre 1900 et 2000. Oui, vous avez bien entendu, un siècle entier de technologie, de design improbable et d'innovations qui ont complètement bouleversé notre façon de communiquer. On va passer des grosses boîtes en bois qu'il fallait hurler dedans au premier téléphone portable qui pesait dans le poids d'une brique. C'est complètement fou quand on y pense. Ce voyage, c'est l'histoire d'une révolution silencieuse qui s'est déroulée dans nos maisons, puis dans nos poches. Au début du siècle, avoir un téléphone, c'était un luxe absolu, un truc de science-fiction. Il fallait passer par une opératrice pour la moindre communication. C'était tout un cinéma. Et puis, petit à petit, la technologie a évolué. On a vu arriver le cadran, puis les touches, puis la possibilité de se balader chez soi sans être attaché par un fil interminable. Chaque décennie a apporté son lot de nouveautés, rendant le téléphone de plus en plus accessible, de plus en plus personnel, jusqu'à l'explosion de la téléphonie mobile à la fin des années 90. Préparez-vous à voir des objets qui vont vous paraître complètement dingues, à redécouvrir des souvenirs pour les plus anciens d'entre vous, et pour les plus jeunes, à réaliser à quel point le smartphone que vous tenez entre les mains est le résultat d'une longue, très longue évolution. C'est une histoire de génie, de design parfois douteux, mais surtout une histoire qui nous a tous connectés. Alors, sans plus attendre, on remonte la machine à remonter le temps. Direction les années 1900. C'est parti. Alors, on commence notre voyage avec une pièce de musée, un véritable ancêtre, le téléphone à manivelle, et plus précisément le modèle Marty 1909. Regardez-moi cette bête. C'est une grosse boîte en bois, souvent en noyer, avec deux cornets, un pour écouter et un pour parler. Et surtout, cette fameuse manivelle sur le côté. Il n'y avait pas de cadran, pas de touche, rien de tout ça. Pour appeler quelqu'un, c'était une véritable séance de sport. Il fallait tourner la manivelle pour générer un courant électrique qui alertait une opératrice aux centrales téléphoniques. C'était elle, la demoiselle du téléphone, qui faisait tout le travail de connexion manuelle. Imaginez le délire. Vous décrochiez, vous tourniez la manivelle comme un possédé, et vous attendiez que quelqu'un vous réponde. Centrale, j'écoute. Ensuite, il fallait donner le nom ou le numéro de la personne que vous vouliez joindre. Et l'opératrice plantait des fiches dans un immense tableau pour établir la connexion. C'était lent, pas du tout privé, puisque l'opératrice pouvait potentiellement tout entendre, et ça demandait une sacrée patience. On est à des années-lumière de l'instantanéité d'aujourd'hui. C'était plus qu'un simple objet, c'était une porte d'entrée vers un monde connecté, mais un monde qui prenait son temps. On avance un peu dans le temps, direction les années 20, avec une innovation qui va tout changer. Le cadran rotatif. Fini la manivelle, fini de devoir supplier une opératrice pour chaque appel. Enfin, presque, l'automatisation du réseau téléphonique a permis l'arrivée de ces téléphones, comme le fameux PTT 24 en France. Le principe est génial et super satisfaisant. Pour chaque chiffre, on mettait son doigt dans le trou correspondant et on tournait jusqu'à la butée. En revenant à sa position initiale, le cadran envoyait une série d'impulsions électriques correspondant aux chiffres. Le 1 envoyait une impulsion, le 2 deux impulsions, et ainsi de suite. C'était une avancée monumentale en termes d'autonomie et de rapidité. On pouvait enfin composer un numéro soi-même. Bon, il ne fallait pas se tromper, sinon il fallait tout recommencer depuis le début, et composer un numéro avec beaucoup de 9 ou de 0, ça prenait une éternité. Le son de ce cadran qui revient, ce tic-tic-tic mécanique, est devenu iconique. C'est un son que nos parents et nos grands-parents connaissent par cœur. Ces téléphones, souvent en bakélite noir, très lourds et robustes, ont trôné dans les salons pendant des décennies, devenant le symbole même du téléphone fixe. En parallèle des modèles à poser sur un meuble, un autre type de téléphone a connu un succès immense, surtout à partir du milieu du siècle, le téléphone mural. C'était l'optimisation de l'espace avant l'heure. Généralement installé dans la cuisine ou dans l'entrée, il permettait de ne pas encombrer une table ou un bureau. Le design était souvent vertical, avec le cadran au centre, l'écouteur en haut et un long fil en tire-bouchon qui semblait pouvoir s'étirer à l'infini. Qui n'a pas le souvenir, dans les films ou chez ses grands-parents, de quelqu'un en train de faire les 100 pas dans la cuisine, le fil tendu au maximum. Ce fil, c'était à la fois une bénédiction et une malédiction. Il offrait une petite liberté de mouvement,
Mais il avait aussi une fâcheuse tendance à s'en mêler, à faire des nœuds impossibles à défaire. Les conversations s'éternisaient, souvent debout, appuyées contre le mur. C'était un objet central de la vie de famille. On y laissait des petits mots, le numéro du médecin ou du plombier scotché à côté. Le téléphone mural, c'était plus qu'un simple appareil de communication, c'était un véritable point de rendez-vous social et familial, le centre névralgique de la maison. Vous avez remarqué que sur les tout premiers modèles, il y avait deux parties distinctes, un cornet pour écouter, qu'on collait à son oreille, et un autre, une sorte de micro fixe sur le boîtier, dans lequel il fallait parler. Ce n'était pas super pratique, on avait l'air un peu ridicule, et ça forçait à rester penché sur l'appareil. Heureusement, les ingénieurs ont eu une idée de génie. Pourquoi ne pas tout regrouper en un seul élément? C'est ainsi qu'est né le combiné, tel qu'on le connaît encore aujourd'hui. Le micro et l'écouteur sont réunis dans une seule pièce que l'on tient à la main. Cette innovation, qui nous paraît évidente aujourd'hui, a complètement changé l'ergonomie du téléphone. Tenir une conversation est devenu beaucoup plus naturel, plus confortable. On pouvait s'adosser dans son fauteuil, se déplacer un peu plus facilement autour de l'appareil. Le combiné a permis de rendre le téléphone moins formel, plus personnel. C'est avec cette forme que le téléphone est vraiment entré dans l'intimité des foyers. Le simple fait de pouvoir tenir le micro plus près de sa bouche a aussi amélioré la qualité sonore, rendant les conversations plus claires et moins sujettes aux bruits ambiants. Après des décennies de règne du cadran rotatif, une nouvelle révolution pointe le bout de son nez. Dans les années 70 et 80, le téléphone à touche. Fini l'attente interminable que le cadran revienne à sa place. On entre dans l'ère de la numérotation à fréquence vocale, le fameux DTMF. Chaque touche, en étant pressée, émet une combinaison de deux fréquences sonores, un bip unique qui est instantanément reconnu par le central téléphonique. C'était beaucoup plus rapide. Composer un numéro devenait un jeu d'enfant, et surtout, on pouvait enfin interagir avec les premiers services vocaux, les fameux « tapez 1 »,« tapez 2 ». L'arrivée des touches a aussi permis aux designers de s'en donner à cœur joie. Les téléphones sont devenus plus colorés, plus originaux. On a vu apparaître des modèles en plastique de toutes les formes, du très sobre au complètement kitsch. Le téléphone n'était plus seulement un outil, il devenait un objet de décoration à part entière, qui devait s'accorder avec le tapis du salon ou les rideaux de la chambre. C'est l'époque du Socotel S63 à touche, qui a remplacé son ancêtre à cadran dans de très nombreux foyers français. C'est le début de la fin pour le bon vieux téléphone mécanique. On continue notre avancée vers la liberté avec une invention qui a changé la vie de millions de personnes, le téléphone sans fil domestique. La promesse était folle pour l'époque, pouvoir se balader partout chez soi et même dans le jardin, tout en continuant sa conversation. Le principe était simple, une base, reliée à la prise téléphonique et au secteur, et un combiné mobile qui communiquait avec elle par ondes radio. Fini, le fil en tire-bouchon qui s'en mêlait ou qui était toujours trop court. On pouvait enfin aller chercher un verre d'eau dans la cuisine sans devoir mettre en pause sa discussion. Bien sûr, les premiers modèles n'étaient pas parfaits. L'autonomie de la batterie était souvent ridicule, il fallait penser à le remettre sur sa base en permanence. La portée était limitée, et si on s'éloignait trop, la conversation se mettait à grésiller horriblement jusqu'à couper. Et surtout, la sécurité était quasi inexistante. Vos voisins, avec un simple scanner de fréquence, pouvaient écouter toutes vos conversations les plus intimes. Malgré ses défauts de jeunesse, le confort apporté était tel que le succès a été immédiat. C'était le premier pas vers une communication véritablement mobile, une transition parfaite vers ce qui allait arriver. On sort un peu des maisons pour s'intéresser à un objet qui a peuplé toutes les rues, toutes les gares et tous les aéroports des années 80 et 90. La cabine téléphonique à carte, ou Publiphone. Avant ça, il fallait avoir une quantité astronomique de pièces de monnaie sur soi pour passer un simple coup de fil. C'était lourd, pas pratique, et la cabine avalait vos pièces à une vitesse folle. L'arrivée de la télécarte a tout changé. C'était une carte à puce prépayée, à 50 ou 120 unités, qu'on achetait au bureau de tabac du coin. On l'insérait dans la fente et le décompte des unités s'affichait sur un petit écran LCD. C'est un objet qui transpire la nostalgie. Pour toute une génération, c'était le seul moyen de joindre ses parents pour dire qu'on était bien arrivé en colonie de vacances. Ou pour appeler ses amis sans que les parents écoutent sur le poste fixe de la maison. Il y avait toujours la queue devant les cabines et on priait pour qu'il nous reste assez d'unités pour finir notre phrase.
Ces cabines ont été le théâtre de millions de conversations, de déclarations d'amour, de bonnes et de mauvaises nouvelles. Aujourd'hui, elles ont presque toutes disparu, remplacées par le téléphone que l'on a tous dans la poche. Accrochez-vous, on entre dans une nouvelle ère. 1983, Motorola commercialise le tout premier téléphone portable de l'histoire, le DynaTAC 8000X. Et quand je dis portable, il faut le dire vite. Regardez-moi ce monstre. Plus de 30 cm de haut, près de 800 grammes, une antenne immense. On l'appelait The Brick, la brique, et on comprend pourquoi. C'était l'accessoire ultime des yuppies, des traders de Wall Street. Le tenir dans la rue, c'était un signe extérieur de richesse et de pouvoir absolument incroyable. Il fallait être fou ou richissime pour en avoir un. Et pour cause, à sa sortie, il coûtait la modique somme de 3 995 $. C'est l'équivalent de plus de 10 000 € aujourd'hui. C'est complètement délirant. Et pour ce prix, qu'est-ce qu'on avait? Une autonomie famélique de 30 minutes de conversation pour 10 heures de charge. Il pouvait mémoriser 30 numéros et c'est à peu près tout. Mais l'important n'était pas là. L'important, c'était la rupture technologique. Pour la première fois, on pouvait passer un appel de n'importe où, sans être relié à un fil ou à une cabine. C'est cet appareil, aussi imparfait soit-il, qui a ouvert la voie à tout ce qu'on connaît aujourd'hui. Après la brique de Motorola, la course à la miniaturisation était lancée. Et à la fin des années 80, c'est Nokia qui frappe un grand coup avec le Mobira Cityman. Sorti en 1987, il était beaucoup plus compact et léger que le DynaTAC. Il ne pesait que 760 grammes, ce qui était déjà une prouesse. Il est devenu célèbre grâce à une photo qui a fait le tour du monde, celle de Mikhail Gorbatchev, le dirigeant de l'Union soviétique, passant un appel avec ce téléphone depuis Helsinki. Du coup, le téléphone a été surnommé le Gorba. C'était un coup de pub monumental pour Nokia. Le Cityman montrait que le téléphone mobile n'était plus seulement un gadget pour millionnaires, mais qu'il pouvait devenir un outil de travail pour les hommes d'affaires et les politiques. Le design était plus soigné, l'ergonomie mieux pensée. L'autonomie était encore limitée, le prix toujours très élevé, mais on sentait que la technologie progressait à pas de géant. On passait de l'objet transportable, à grand-peine, à un objet qui commençait à mériter le nom de portable. C'est une étape cruciale qui a préparé le terrain pour la démocratisation massive qui allait suivre dans la décennie suivante. On termine ce voyage en apothéose avec une véritable légende, une icône absolue de la fin des années 90. Mesdames et messieurs, le Nokia 3210. Sorti en 1999, ce téléphone a tout changé. Pourquoi? Parce qu'il a été le premier à intégrer l'antenne à l'intérieur du boîtier. Fini, le bout de plastique qui dépassait et qui se prenait dans la poche. Son design était arrondi, compact et surtout, il avait les coques interchangeables. On pouvait le personnaliser à l'infini avec des coques de toutes les couleurs, des coques transparentes, des coques qui brillaient dans le noir. C'était la folie. Mais ce qui a fait du 3210 une légende, c'est sa robustesse à toute épreuve. On disait qu'il était indestructible. Et surtout, la présence de 3 jeux qui ont rendu toute une génération accro, Memory, Rotation et bien sûr, le mythique Snake 2. Des millions d'heures ont été perdues à essayer de battre son propre record sur ce jeu. Il avait aussi le compositeur de sonnerie, le T9, pour écrire des SMS plus vite. Vendu à plus de 160 millions d'exemplaires, le Nokia 3210 a été le téléphone de la démocratisation totale. Il a mis la téléphonie mobile entre les mains de tout le monde, des ados aux grands-parents. Et voilà, c'était l'évolution des téléphones de 1000, 900 à 2000. C'est absolument fou de voir le chemin parcouru en seulement un siècle. On est passé d'une boîte en bois, où il fallait crier pour se faire entendre, à un petit objet qui tenait dans la poche et qui nous permettait de jouer à Snake n'importe où. Chaque étape, de la manivelle aux touches, du fil à la première antenne, a été une petite révolution qui nous a rapprochés les uns des autres et qui a façonné le monde dans lequel on vit aujourd'hui. C'est une histoire de technologie, bien sûr, mais c'est aussi une histoire humaine, remplie de souvenirs et de nostalgie. J'espère que ce voyage dans le temps vous a plu. C'est incroyable de se dire que nos smartphones actuels sont les héritiers de tous ces appareils, du lourd PTT 24 au mythique 3210. On a tendance à l'oublier, mais derrière chaque innovation, il y a des années de recherche, des idées folles et des objets qui nous paraissent aujourd'hui complètement dépassés, mais qui étaient le summum de la modernité à leur époque.
C'est une belle leçon de voir à quel point les choses peuvent changer rapidement. Alors maintenant, c'est à vous de jouer. Dites-nous en commentaire lequel de ces téléphones vous avez connu. Est-ce que vous avez tourné la manivelle? Est-ce que vous avez passé des heures au téléphone avec le fil en tire-bouchon? Ou est-ce que vous étiez le roi de Snake sur votre 3210? Racontez-nous vos meilleures anecdotes, ça m'intéresse de fou. N'oubliez pas de lâcher un gros pouce bleu si la vidéo vous a plu, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. C'était Kayes, merci d'avoir regardé, et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao!